vêtu de guerrier, est tourné vers le palais comme un chevalier de la table ronde. L'intérieur est confortable et est aussi comme une vitrine de plusieurs styles. Une des caractéristiques du palais est l'influence orientale et, entre autres, les guérites qu'on peut toujours voir de loin. Plus bas, il y a le palais de Sintra, construit 450 ans avant Pénat. Il y a 2 grandes cheminées de 33 mètres d'auteur, puisque là-dedans se préparaient les banquets après la chasse royale dans les forêts de Sintra. C'est le palais royal plus ancien du Portugal. L'intérieur a la plus ancienne collection de carreaux de faïence au Portugal, du XVe et XVIe siècle, dans un palais où nous pouvons remarquer la curieuse structure d'une construction médiévale. Toute la cour avait ici des palais. Ils sont tous dans un style très original, très bien intégré dans la variété et originalité de la végétation. On a ici plusieurs espèces différentes de plantes, quelques-unes qu'on ne trouve nulle part ailleurs en Europe. De l'autre côté de la montagne, il y a une grande construction faite de 1717 à 1730. En 13 ans, le monastère de Mafra était construit simplement parce que la femme du très puissant roi Jean V lui donnait une fille. Il est tout en marbre et a 4500 portes et fenêtres. À l'entrée, il y a de très jolies statues en marbre italien de Carrare. L'église de cet énorme monastère est aussi ravissante. Elle est inspirée dans l'église de Saint-Pierre à Rome et faite en marbre de plusieurs couleurs. L'acoustique est excellente et pour inaugurer l'église, il y a eu une messe qui a duré 24 heures. On y trouve 6 orgues du XIXe siècle, parmi les plus rares du monde. La coupole, à 70 mètres d'auteur, est la plus belle au Portugal. Les salles sont aussi énormes. Les moines demeuraient avec le roi, puisque le monastère était aussi palais royal. Pour eux, il y avait 900 salles et chambres. Le palais de Queluz a été construit au XVIIIe siècle pour remplacer le palais royal détruit par le tremblement. L'artiste français qui a décoré le palais a aussi dessiné les jardins et en tous on remarque les influences de Versailles. C'est aussi à l'intérieur qu'on aperçoit le rapport de Versailles, avec ses miroirs sur les portes et fenêtres et la raffinée boiserie dorée. L'intérieur a une décoration propre d'un palais d'été et où la cour pouvait apprécier les beaux arts.
Des influences orientales comme le dessin, la soie sur les murs et les pots chinois vont bien avec les meubles et tapis portugais et français, les lustres italiens, les carreaux de faïence portugais sur les murs. Et nous voici dans la côte. Notre première visite sera le lieu où finit la montagne de Sintra, abruptement dans la mer. C'est le cap de Roca, le point plus occidental du continent européen. L'endroit où, comme on disait avant la découverte d'Amérique, la terre finit et la mer commence. C'était le magnifique cap des Romains, où des peuples anciens venaient vénérer le soleil couchant. Il y a des dizaines de kilomètres de bonnes plages près de Lisbonne, et nous commençons par celle qui est près du cap de Roca, qui s'appelle Guincho. C'est une plage avec beaucoup de vent, où ils font des compétitions de la planche à la voile, avec la montagne comme toile de fond. La formation granitique de Sintra nous proportionne des scènes singulières et c'est comme un vivier pour plusieurs genres de fruits de mer et crustacés. Au nord de la montagne, il y a la plage d'Ericeira. C'est où la brise maritime nous remplit les poumons de l'air frais et chargé d'iode. C'est une jolie plage. C'est aussi un occupé port de pêche où les pêcheurs sont toujours en route dans ces typiques bateaux qui font souvent face aux grandes vagues de l'Atlantique comme dans les autres ports de pêcheurs au Portugal. Les bateaux de pêche sont traditionnellement des petites embarcations de couleurs vives avec des influences de ceux des Phéniciens, Grecs et Carthaginois qui sont arrivés à la côte portugaise il y a milliers d'années. On retourne au sud pour voir la côte d'Estoril, qui est près de Lisbonne, et où sont des plages plus connues en Europe au début du XXe siècle. Ici, les pêcheurs se mélangent aussi avec les baigneurs dans une harmonie qui va parfaitement avec la tranquillité de la baie. La baie d'Estoril a été promue au début du XXe siècle comme la côte du soleil, car il y a 300 jours de soleil par an. C'est un microclimat du Portugal avec une douce température toute l'année. Il existait même autrefois une liaison de train avec Paris et les touristes pouvaient arriver ici de plusieurs pays en Europe. C'est devenu un endroit à la mode et sa réputation reste encore. Mais son développement vient de la fin du XIXe siècle, quand les bains de mer sont devenus à la mode. La cour venait à la plage et beaucoup d'aristocrates ont construit des manoirs près des plages qui s'intègrent toujours très bien dans le paysage sans le défigurer. Beaucoup d'entre eux existent encore et sont un embellissement pour la côte.
C'était ici qu'ils sont venus des rois étrangers passer l'exil, que comme beaucoup des autres réfugiés, ont fait d'Estoril son paradis terrestre. Vers le sud, on découvre des centaines de kilomètres de bonnes et chaudes plages, mais on reste près de Lisbonne pour voir une autre très typique qui s'appelle Sesimbra. C'est aussi un ancien port de pêcheurs de tradition où des bateaux un peu plus lourds vont à la pêche du réputé poisson épais. Cette plage est aussi près d'une autre montagne. C'est la montagne d'Arrábida, aussi avec une magnifique végétation et une splendide côte. Si on regarde bien les plages ici, on se rend compte que l'eau est si limpide qu'on peut voir le fond de la mer. C'est à cause d'une algue de cette région qui libère l'eau des impuretés et nous pouvons nager dans une eau très claire. Au nord de Lisbonne, il y a la réputée plage de Nazaré. Cette plage est apparue au XVIIIe siècle. Elle était avant couverte par la mer et c'est maintenant une fameuse station balnéaire. Le nom vient de la légende qui raconte qu'au XIIe siècle, Notre-Dame de Nazaré est apparue au chevalier Dom Fuas de Roupinho, au sommet de la colline. C'est où monte maintenant un typique funiculaire. Dans la plage, les filets des pêcheurs se mélangent avec les baigneurs et ce, avec le poisson qui sèche. Les femmes des pêcheurs prennent soin du poisson que leur mari pêche, aussi bien que son commerce. Elles ont comme tradition de porter cette jupon. En plus de faire un joli artisanat, elles attendent leur mari assises à la porte. Nous sommes arrivés à Fatima. Au centre du Portugal se trouve un des centres plus importants de pèlerinage, visité par des pèlerins du monde entier. Ils arrivent sur leurs genoux à la chapelle construite à la place où Notre-Dame de Fatima est apparue à trois bergères, Lucia, Jacinta et Francisco, en leur disant trois secrets et son message de paix en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Ils arrivent tous dans l'espoir de consolation spirituelle ou pour accomplir une promesse. Le monastère de Batalha, commencé en 1387 et fini en 1533,
est un hommage à la victoire du roi Jean Ier, le roi qui a commencé la magnifique génération. Une des chefs-d'œuvre du style gothique, où nous pouvons admirer une des plus hautes églises au Portugal, avec 80 mètres de longueur et des lignes sobres et élégantes, et 33 centenaires mètres d'auteur. C'était fait avec le calcaire doré de la région et selon l'austérité des temples cisterciens. Dans le panthéon du roi Jean Ier, avec une belle décoration gothique, on a les tombeaux du roi et de la reine et quelques-uns de ses descendants profusément décorés. Ils étaient ceux qui ont apporté des nouveaux mondes à l'Europe et des Européens au Nouveau Monde. Il y a des soldats qui gardent la tombe du soldat inconnu de la Première Guerre mondiale que nous pouvons voir en passant par les cloîtres, aussi décorés dans le style manuélin. Tout c'était un travail d'artistes de pays différents qui ont apporté des influences de la fin gothique anglaise et française, du plateresque de l'Espagne et de la Renaissance italienne. Construit de 1148 à 1222, le monastère d'Alcobaça